Bonjour à tous, bienvenue au réseau Apure Hauts-de-France. L'idée est de vous inviter donc à rejoindre ce réseau. Est-ce que déjà vous m'entendez bien tous? On va dire que oui. Le réseau est né d'une réflexion qu'on a eue qu'on mène depuis 15 ans sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais et sur le territoire de Picardie. Il s'avère que ce soit sur les documents du ministère de l'écologie et les documents qu'on peut trouver, donc notamment la loi de transition sur l'économie circulaire, la feuille de route sur l'économie circulaire, on a cette volonté que nous, acheteurs publics, on puisse se mettre en réseau et proposer des réflexions communes pour faire avancer les dossiers en lien avec l'achat responsable, l'achat durable. Donc c'est une ambition qui a été affirmée dans le plan national de l'achat public durable 2015-2020 et qui sera, j'imagine, réinsistée sur le prochain plan national qui est en cours de rédaction, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, le réseau Apure, c'est quoi? C'est un ensemble acheteurs publics qui se sont retrouvés avec la même volonté de travailler ensemble sur des questions liées au développement durable. Donc, on a eu quelques réunions de préparation. On était assez nombreux et tous volontaires pour avancer sur le sujet, avec l'idée de se dire que peut-être contrairement au privé, nous, on n'est pas concurrents, mais on doit être complémentaires. Et quand il y a une bonne idée quelque part, il faut s'assurer qu'elle puisse être diffusée. C'est l'objet du réseau. Et donc, nous vous invitons à rejoindre ce réseau. Alors, il y a certaines personnes parmi ce webinaire qui ne sont pas sur le territoire Hauts-de-France. Donc, vous avez des réseaux responsables sur le territoire. Nous vous les présenterons juste après. Sur le territoire, donc, vous en avez en Normandie, le réseau Réseco, le réseau 3AR, le réseau ARP, PACA, qui sont à votre disposition pour proposer des documents, proposer des moments de réflexion. Sur le réseau Hauts-de-France, l'adhésion est gratuite. Alors, ce qu'on vous propose, c'est à la fin du webinaire, sauf si vous y voyez un inconvénient, nous prendrons vos coordonnées et nous vous inscrirons sur le réseau. C'est-à-dire que ça vous donnera la possibilité de recevoir les informations du réseau et d'être en contact avec l'ensemble des personnes membres du réseau, actuellement 80, pour pouvoir échanger, discuter sur l'achat public responsable de manière générale. Diapositive suivante, s'il te plaît, Antoine. Voilà, l'objectif est simple, hein, il a été créé donc au 1er février 2019, donc c'est un jeune réseau. Et donc l'objectif est de contribuer à la progression et la pratique d'achat public durable, ainsi qu'à la qualification et la montée en compétences des acheteurs publics en Hauts-de-France. Voilà, donc ça s'adresse à n'importe quel acheteur public de n'importe quel service public de Hauts-de-France. Quelques actions qu'on a déjà menées, et c'est essentiellement des actions comme celles d'aujourd'hui, de webinaires, de séminaires, de moments de réflexion. Une première action autour du coût global du coût en cycle de vie qui a été menée à Amiens et qui fait l'objet d'un compte-rendu qui a été rédigé et qui est disponible sur le site rapide, j'en parle juste après. Un second séminaire qui s'est intégré dans le cadre de l'opération OSESS par la métropole, co-organisée par l'APES et la métropole européenne de Lille, qui traitait donc de l'économie circulaire de manière générale, l'ESS de manière générale, pardon. Et donc, on a proposé un atelier autour de l'économie circulaire et les déchets qui va être amené il y aura des suites à cet atelier, on ne manquera pas de vous tenir informés. Il y a ce séminaire aujourd'hui, donc ce webinaire sur la sortie de crise, le rôle de la commande publique responsable. Antoine fera l'introduction juste après. Et puis 2 webinaires en préparation, l'un sur la commande publique responsable et l'alimentation durable. Donc là, ça se déroulera à Dunkerque normalement au second semestre, mais vous vous doutez bien, il y aura peut-être des conditions d'organisation un peu particulières. Et puis, en préparant ce premier webinaire autour de la crise, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être tout un volet de prévision des crises qui était à prendre en compte. Et donc, d'ici
6 mois, 1 an, on fera un webinaire autour de la prévision des crises, comment on peut anticiper les crises et ne pas se retrouver le bec dans l'eau comme ça a pu être le cas notamment sur certains achats stratégiques en ces moments de crise sanitaire. Antoine, voilà, donc je vous le disais, on a un réseau qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui s'appelle Rapide. Donc tous les membres, enfin tous les participants, on va, pour ceux qui n'y sont pas déjà, on va proposer vos coordonnées pour que vous puissiez intégrer ce réseau et ainsi suivre l'actualité à la fois du réseau régional, mais également de l'ensemble de l'actualité nationale. Alors vous verrez, c'est une newsletter par jour, une à 2 newsletters par jour avec des éléments intéressants à suivre sur l'achat public responsable, l'achat public durable. Et c'est assez riche, c'est très riche. Ça permet aussi de voir ce qui peut être fait dans d'autres régions et peut-être participer comme vous pouvez le faire quand si vous venez d'autres régions à des opérations de nos homologues acheteurs publics sur le territoire national. Voilà. Je laisse donc la parole à Antoine pour. J'espère que tout le monde est arrivé maintenant. Il reste encore de la place derrière ma gazinière. Je plaisante. Je laisse la parole à Antoine pour la suite des réjouissances. Merci Clovis pour cette introduction. Juste pour compléter très rapidement, effectivement, ce réseau Accure, il est né d'abord d'une volonté des acteurs en région de pouvoir essayer de dynamiser l'achat public durable et en lien également avec l'Observatoire régional de la commande publique piloté par la préfecture des Hauts-de-France. Et donc, nous sommes en co-animation, le CERD, Centre Ressources du Développement Durable et Communauté urbaine de Dunkerque, sur l'animation de ce réseau. Je vais faire très rapide en termes d'introduction de l'atelier. Juste, je pense qu'on est vraiment en plein dans une question d'actualité forte. C'était juste remettre un petit peu en perspective les problématiques qui se posent aujourd'hui. Se dire d'une part que on est submergé d'appels au changement, de préparation du jour d'après, du monde d'après depuis quelques temps. Et donc, notre volonté, c'était de redire que cet appel-là, s'il se montre plus pressant avec la crise que nous connaissons, il était déjà très présent chez beaucoup d'acteurs et avec une interpellation souvent également du rôle de la commande publique pour amener une évolution des modèles économiques dans les territoires. Je ne vais pas détailler trop des choses que vous savez déjà. Je pensais tout simplement à rappeler qu'en tant que politique publique, la commande publique, elle est couverte finalement par la Charte constitutionnelle de l'environnement de 2005, dont l'article 6 appelle l'ensemble des politiques publiques à promouvoir et contribuer à un développement durable. Et à un échelon plus global, l'agenda 2030 des Nations Unies, ce grand programme de transformation qui a été adopté en septembre 2015, dont le sous-titre c'est bien transformer notre monde, et bien dans une ambition de changement, cible notamment parmi ses objectifs de développement durable, un objectif de développement durable sur la transformation des modes de production et de consommation, c'est le DD 12, où la commande publique est spécifiquement ciblée également. Et de fait, dans les textes qu'a rappelé Clovis tout à l'heure, loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la feuille de route économie circulaire, la commande publique est de plus en plus sollicitée par le gouvernement, par le législateur pour être, ça c'est une formulation de la feuille de route économie circulaire, force d'entraînement dans cette dynamique de transformation. Alors la question c'est, avec la crise qu'on connaît sanitaire actuellement, est-ce que c'est un coup d'arrêt ou un accélérateur du changement? Parce que avec les impacts sur l'activité économique, évidemment, on se retrouve aussi avec une conflictualité en termes de temporalité et d'enjeux. Le très court terme, il faut sauver comment la commande publique peut être mobilisée pour soutenir l'activité des entreprises, d'une part, et puis toujours cette réflexion de moyen long terme sur le monde d'après. Mais derrière, le sujet, c'était également de pouvoir rappeler en introduction que si la crise sanitaire s'ouvre sur une crise économique et sociale, en arrière-fond, la crise écologique, elle est toujours présente. Et on a vu ces derniers mois à quel point elle était prégnante et à quel point elle préoccupait l'ensemble de la population également. Donc,
Est-ce que c'est une question de rejouer un débat fin de mois, fin du monde, ou est-ce qu'il s'agit de voir comment, de manière concrète, on peut essayer de chercher des co-bénéfices à travers la manière dont se pense et se construit l'action de la commande publique. Est-ce que quelles potentialités sont déjà offertes par les outils de la commande publique responsable, et comment tout un chacun autour de parmi les participants ici, je pense que c'est une très large majorité d'acheteurs publics, eh bien, on peut soutenir les entreprises ou éviter d'aggraver leurs difficultés, tout en essayant de penser quelque part comment les achats peuvent contribuer à la résilience de nos territoires, à la résilience de notre système économique. Donc, ce sont les quelques questions que je souhaitais poser en introduction, qui sont plus des approches, on va dire, de philosophie que technique, mais on va pouvoir rentrer un peu dans le sujet par la suite, avec donc 4 interventions principales qui vous sont proposées cet après-midi. D'abord, revenir sur quels sont les leviers réglementaires qui sont mobilisables au service d'une commande publique responsable. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Flora Vigreux et Benoît Dingremont de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics, qui nous rejoignent. Ensuite, nous aurons une intervention qui va centrer sur la situation économique dans la région des Hauts-de-France actuelle, avec l'impact mesuré par une enquête menée par la CCI Hauts-de-France de la crise sanitaire sur les entreprises. Et donc, Grégory Stanislavski, directeur des études à la CCI des Hauts-de-France, va nous rejoindre d'ici 20 minutes pour pouvoir présenter ces éléments de connaissance à l'ensemble des participants. Et ensuite, nous avons bénéficié d'un témoignage, celui de Bastien Talloc, directeur de la commande publique à la métropole européenne de Lille, sur quelles approches pratiques permettant de soutenir l'activité économique une collectivité peut mettre en place dans le contexte actuel, et quelle a été la stratégie en la matière de la métropole européenne de Lille. Et enfin, puisqu'on parle d'une part de grosses difficultés économiques et des tensions que cela peut générer aussi entre entreprises et acheteurs publics dans des contextes compliqués, revenir également sur l'importance de la relation acheteur-fournisseur et le service que représente la médiation des entreprises. Et donc, on aura le plaisir d'écouter Anne Ratézik, médiatrice régionale déléguée, qui reviendra là aussi sur l'importance de ce service, et en même temps sur le regard que porte la médiation en termes d'activité pour elle, dans le contexte particulier que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà le programme que nous vous proposons. Nous allons faire en sorte, nous avons pris un petit peu de marge, mais nous terminerons bien à l'heure à 15h30. Après chacune des interventions des intervenants, donc nous prendrons les questions que vous poserez dans le chat pour permettre aux intervenants de réagir. Voilà, et donc je vais proposer à Flora Vigreux et Benoît Dingremont de prendre la suite en termes d'intervention. Bonjour, Benoît Dingremont. Bonjour Flora Vigreux. Écoutez, merci de nous avoir invités à participer à ce webinaire. C'est vrai qu'à la DAJ, nous faisons des textes, mais ces textes ne sont rien s'ils ne sont pas mis en œuvre, pas mis en pratique. Et le webinaire que vous organisez, les réseaux que vous animez, c'est la meilleure façon de définir les bonnes pratiques à côté des textes et de faire vivre ces textes. Alors, nous avons donc préparé avec Flora un petit exposé sur les leviers réglementaires disponibles pour les achats responsables. Je vais donc laisser dans quelques minutes Flora détailler ces leviers. Juste pour vous dire que je suis disponible, moi, éventuellement, pour répondre à des questions sur l'urgence, le moment de la crise, puisque nous avons, en plus des outils existants, été amenés à mettre en vigueur, je dirais, de façon très urgente pour gérer la situation de crise, une ordonnance du 25 mars dernier, qui est venue apporter des outils, on va le voir, peut-être plus pour gérer l'urgence que pour gérer la relance derrière l'urgence, mais
ça se prépare aussi et il était nécessaire d'abord de gérer cette situation d'urgence. Alors, juste pour vous dire, avant de laisser la parole à Flora, deux mots sur la diapositive suivante qui concerne l'organisation de la sous-direction du droit de la commande publique. Voilà, le diaporama présente les trois bureaux de la sous-direction du droit de la commande publique. Alors, on voit, il y a un bureau de la réglementation qui fait les textes, un bureau du conseil aux acheteurs qui anime tout le site internet avec les deux autres bureaux, bien sûr, mais qui est un petit peu le bureau central du conseil aux acheteurs, qui fait des analyses juridiques, et puis le bureau 1C, dont Flora est l'adjointe au chef du bureau, économie, statistique et technique de l'achat public, qui anime également l'Observatoire économique de la commande publique et qui a besoin des relais que vous êtes pour remonter l'information, pour faire valoir les bonnes pratiques, nous faire connaître aussi les difficultés lorsqu'elles existent pour que nous puissions en tenir compte dans les textes. Voilà, c'est pour ça que c'est une sous-direction qui est consacrée à la commande publique, mais sur toutes ses facettes, pas uniquement le droit, mais aussi son application concrète. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais peut-être laisser la parole maintenant à Flora pour un exposé sur les différents outils mis en œuvre pour l'achat responsable. Merci Benoît. Oui, alors comme ça a été dit tout à l'heure, il a été bien signalé qu'en fait les préoccupations actuelles, certains acheteurs les ont déjà les avaient déjà en tête, peut-être pas de manière aussi grave, mais il y avait effectivement déjà des initiatives qui ont montré l'importance de prendre en compte justement la dimension responsable dans ces trois piliers, et notamment la question de l'accès des TPE-PME, donc le développement économique, qui est vraiment au cœur en ce moment des préoccupations. Donc pour nous, ce qui était important, c'était de remettre justement au cœur de l'actualité un guide qui a été publié l'été dernier, qui est un guide produit par l'Observatoire sur l'accès des TPE-PME à la commande publique. Donc on peut passer au slide suivant, qui a été réalisé avec l'objectif justement de faire remonter des pratiques d'achat. Donc il a vraiment été réalisé à la fois avec des entreprises, des acheteurs publics, des représentants de l'administration. Il existait déjà en fait ce guide depuis 2013, mais il nécessitait vraiment un toilettage, donc il a vraiment été totalement refondu avec des messages très simples, mais aussi très pratiques sur des moyens de faciliter finalement l'accès aux entreprises. Donc vous le retrouverez évidemment en ligne, hein, vous avez le lien ici. On peut passer au slide suivant. Donc dans ce guide, vous avez à la fois le rappel de certains principes. Donc on pense souvent, est-il nécessaire de rappeler le principe d'allotissement qui est une obligation? On se rend compte effectivement que c'est quand même toujours important de le rappeler, mais surtout d'expliquer comment l'appliquer de manière proportionnée, et donc aussi d'avoir des retours pratiques. Je vais vous donner quelques illustrations sur des choses qui ont un certain goût d'actualité quand on relit le guide. Donc parmi les préconisations notamment de ce guide pour les marchés qui seraient donc en cours de lancement ou à lancer, l'importance du sourcing qui avait déjà été rappelée depuis la modification des textes en 2016, mais qui là encore sans doute va être d'autant plus importante que, outre la connaissance des acteurs qui peut être déjà faite, il va y avoir effectivement une adaptation à faire des marchés par rapport au tissu économique, par rapport aux difficultés rencontrées. Aussi pour pouvoir adapter par rapport à la prise en compte du développement durable qui est plus que jamais nécessaire, aux questions d'innovation, et également pour pouvoir aussi se pencher sur les questions de simplification administrative. C'est un sujet avec certains parmi vous qu'on a déjà partagé dans le cadre de travaux aussi sur la dématérialisation. À savoir, si on veut évidemment aider nos entreprises à répondre, et si justement elles sont en difficulté, il faut leur permettre d'avoir des documents de marché accessibles, lisibles, simplifiés. Et donc, je dirais quelque part, quand on a un petit peu de temps, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement pour la plupart des acheteurs et à Bercy non plus, mais quand on a un petit peu de temps, pouvoir se recentrer sur la rédaction de son cahier des charges, pouvoir prendre un peu de hauteur et se mettre à la place de l'entreprise pour s'assurer de sa lisibilité. Peut-être changer un petit peu les messages. C'est peut-être aussi le moment de le faire quand on n'a pas pu le faire avant. Je ne reviens pas sur tous les principes parce que je risque d'être coupée, mais simplement peut-être au-delà des questions effectivement de sourcing, d'allotissement, des délais qui peuvent tout à fait et qui doivent, si on peut, être augmentés évidemment. Et là-dessus, je pense que l'important, c'est aussi de sensibiliser les élus
et les directions sur ces questions, puisque souvent les acheteurs ont des pressions en termes de délai. Donc, les sensibiliser sur l'impact de l'augmentation des délais de remise des offres pour faciliter la réponse des entreprises. Il y a évidemment la question de la trésorerie des entreprises qui est au cœur évidemment des sujets en ce moment, avec les possibilités qui sont offertes d'aller au-delà des textes en termes d'avance ou également d'aller un peu plus vite si on peut raccourcir les délais de paiement. Tous ces aspects-là qui peuvent être pris en main par les acheteurs sont évidemment prégnants. Et enfin, un point qui est vraiment fondamental, qui est la question du dialogue. Et je pense que la médiation y reviendra tout à l'heure. On sait, et on le sait aussi nous, puisque nous avons aussi au sein de notre bureau le règlement amiable des différends, les organismes qui, au niveau national ou au niveau local, organisent le règlement amiable des différends via les comités consultatifs. Et on le sait que plus le dialogue est fait en amont avec les entreprises, plus il y a une démarche partenariale équilibrée avec à la fois des clauses évidemment de pénalité pour contrôler, mais aussi des clauses de performance et des clauses de réexamen. Plus ce dialogue est fait en amont, moins il y aura de difficultés ensuite. Et ceci, je pense, a dû se vérifier aussi pendant cette période. Donc voilà, c'est important pour nous de rappeler ces différents points. On peut donner juste une illustration dans le slide suivant. Pour la question des pénalités, par exemple, hein, qui, comme l'a dit Benoît, il y a effectivement un traitement qui est fait dans les textes pour la période actuelle, mais pour la suite, quand on va revenir dans le droit commun, va se poser la question des pénalités et les acheteurs qui seront effectivement dans la rédaction de leur nouveau marché, peut-être se poseront les questions un petit peu différemment. Bien sûr, maintenir des pénalités, mais attention évidemment à ne pas les mettre de manière trop large, ni avec des montants trop élevés. Tout ça, évidemment, est une question de mesure et de proportion, de façon à adapter, évidemment, le marché sans pour autant renoncer à des exigences. Donc, tout ça, évidemment, c'est le bon sens de l'acheteur et lui sait très bien, avec le travail de sourcing, avec la connaissance du monde économique, le niveau adéquat. Mais c'est deux questions qu'il faut absolument se poser, effectivement, encore plus aujourd'hui. Alors, juste un petit point sur l'impact que pourraient avoir les événements sur les travaux en cours. En fait, vous allez le voir, nous continuons nos travaux, tant justement sur le travaux de l'OECP, donc pour vous informer que prochainement, vous verrez la publication des résultats. Alors, je ne peux pas vous donner quand, mais le questionnaire qui était en ligne jusque début avril sur justement les questions d'accès TPE-PME, d'achat innovant, d'achat durable. Et finalement, sans dévoiler les résultats, on se rend compte quand même que ce qui vient d'être dit est repris en fait dans les propositions des participants. On est vraiment dans une logique de renforcement des bonnes pratiques. Vous aurez aussi, alors je ne peux pas vous dire quand non plus, mais une publication d'études qui a été faite sur la sous-traitance de la commande publique pilotée par l'OECP. Et là aussi, des préconisations importantes qui concernent les TPE-PME. Je ne dévoile pas tous les travaux parce qu'on n'a pas de temps. Je juste voulais faire un petit focus sur le fait qu'on a commencé à travailler sur l'enrichissement du guide sur les aspects sociaux dans la commande publique qui avait été publié, donc dernière version en 2018. Il est très important en ce moment. On a des échanges en ce moment avec les acteurs de l'insertion qui nous ont sollicité sur les difficultés rencontrées pour faire appliquer les clauses sociales quand elles sont possibles, puisqu'évidemment, là, encore une fois, il s'agit de faire preuve de bonne intelligence. Et donc, on a travaillé, alors je ne vous ai pas mis le lien, mais il y a une question-réponse qui vient d'être publiée sur le site du ministère du Travail, question-réponse qui s'adresse aux acteurs plutôt de l'insertion, mais qu'on a travaillé avec le ministère du Travail et la direction d'achat de l'État, de façon à bien rappeler que le principe, c'est l'application des clauses et que dans les cas de difficultés avérées, dans les conditions réunies, il y a évidemment des possibilités d'adaptation. Mais on rappelle quand même le principe, c'est le maintien, en tout cas, des engagements tant que cela demeure possible. Ça, c'est un point important puisque du coup, notre guide aspects sociaux qui a vocation à la fois à actualiser, donc tiendra compte évidemment de toute cette actualité, mais intégrera aussi d'autres aspects puisque l'aspect social ne se limite pas à l'insertion et il y a des grandes problématiques comme la lutte contre les discriminations, les liens avec l'économie circulaire, la question des achats équitables aussi, avec des aspects agriculture qui seront vraiment intéressants à traiter, je pense, au moment de votre atelier, qui méritent d'être approfondis. Je vais passer au slide suivant. Je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Pour vous rappeler à cette occasion que l'expérimentation achat innovant demeure toujours en cours
qu'elle prendra fin en 2021, que peut-être, et là ce sera très intéressant d'avoir des remontées de terrain pour savoir si cette période a suscité de l'innovation. On pense évidemment que oui, on a pu le voir pour certains achats, mais il sera intéressant de pouvoir les avoir, nous, dans notre base de données. Donc je vous invite, que ce soit en lien avec le contexte ou pas, à remonter vos achats innovants inférieurs à 100 000 euros. Voilà, comme c'est prévu dans les textes, donc c'est une obligation de le déclarer, hein. On n'est pas là pour contrôler, mais n'oubliez pas de déclarer vos marchés innovants dans l'outil de recensement REAP. Et je rappelle à cette occasion qu'on a décalé aussi les dates de recensement qui étaient normalement en avril et qui sont décalées jusqu'à fin juin. Grâce à ce recensement, je le redis parce qu'on l'a déjà présenté au moment de l'Observatoire des Hauts-de-France, grâce à ce recensement, on fait aussi une analyse des clauses sociales et environnementales et de l'accès TPE-PME. Et souvent, justement, l'Observatoire des Hauts-de-France nous demande les chiffres sur la région Hauts-de-France pour avoir une vision un petit peu des statistiques sur les clauses sociales, environnementales, l'accès des TPE, les montants de marché. Et souvent, on est en difficulté parce qu'on n'a pas toutes les remontées des collectivités territoriales. Donc, je profite de ce message pour vous dire que vous avez jusqu'au 30 juin. Donc, ça nous aidera à pouvoir avoir une vision plus régionale et également aussi pouvoir voir vos achats innovants. Donc, c'est un petit message. Moi aussi, je fais un petit peu de promotion à cette occasion. On peut passer au slide suivant. Sur le développement durable, peut-être un point très important, je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on revisite aussi les questions de développement durable à l'aune de ce qui se passe actuellement. Il y avait les urgences climatiques, il y a la précarité sociale, les enjeux de santé publique aussi. On voyait des thématiques naître aussi dans les groupes de travail. Moi, j'ai pu voir des grandes innovations en matière de développement durable faites par des hôpitaux. Donc, c'est important de redire que la sécurité nécessaire et encore plus nécessaire aujourd'hui n'est pas du tout incompatible et au contraire avec les questions de développement durable. Je crois qu'il faut aussi revisiter l'obligation de prise en compte de développement durable, des objectifs de développement durable dans la définition du besoin, qui, rappelons-les, est codifié, qui n'est pas toujours connu. Et de la remettre en perspective avec les questions, je crois, qualitatives, les questions sanitaires, les questions aussi de qualité, évidemment, environnementale. On voit aujourd'hui des débats sur la fragilité des publics, sur le système immunitaire. Et voilà, est-ce qu'il n'y aura pas des réflexions à mener là-dessus sur le fait que plus on mange qualitatif, plus on est dans un environnement sain et plus on est protégé? Je ne sais pas, mais c'est une question en tout cas qu'on peut se poser et sur laquelle la commande publique a peut-être des réponses à apporter. En tout cas, on attend évidemment de tous les réseaux qu'ils puissent justement nous faire remonter à l'issue de ce vécu, ce qui a pu changer. Et justement, je voulais apporter une précision sur la question du rôle des réseaux. Donc, le plan national d'action des achats durables a été évoqué tout à l'heure. Nous travaillons avec le ministère de l'écologie justement et des réseaux d'acheteurs locaux sur sa mise à jour. Donc, il sera bien mis à jour. Évidemment, on tiendra compte aussi de l'actualité. Il y a aussi de l'actualité sur la prise en compte du développement durable renforcée dans les CCAG. Donc, ça, c'est aussi des travaux en cours qui sont aussi pilotés par l'ADAGE. Peut-être Benoît pourra y revenir. Et puis, nous, dans notre bureau, on travaille également sur des fascicules plus techniques dans le domaine de l'entretien des espaces verts ou le domaine de l'eau, qui sont également touchés par la crise et qui nous sollicitent aussi face à ces difficultés pour nous faire part de cas particuliers dans ces secteurs. On a évidemment des travaux aussi sur la restauration collective qui continuent, sur lesquels on pourra échanger par la suite. Et tout ça étant piloté par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de la loi Egalim. Mais en tout cas, on travaille sur l'accompagnement des acheteurs. Donc, c'est pour vous dire que les travaux continuent et plus que jamais, il faut être présent sur ces sujets. Et peut-être le dernier slide, qui était juste une ouverture pour vous dire aussi comment on travaille sur la dématérialisation. Cette période de confinement a aussi été l'occasion de repenser un petit peu les usages de la dématérialisation dans la commande publique, vous dire qu'il va y avoir une publication imminente de la mise à jour du guide. Alors, c'est pas une mise à jour substantielle, mais avec des points sur l'application dans le cadre de la crise, sur la dématérialisation. Donc, c'est la fameuse FAQ que vous connaissez, avec un volet acheteur et un volet opérateur économique. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste vous dire que, comme ça a été dit, c'est important de pouvoir contribuer au réseau. Moi-même, historiquement, j'ai créé un réseau local, donc je suis forcément favorable. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux locaux, je peux aussi me tenir au courant de ce qui est fait sur le terrain. Donc, on a tous, je crois, intérêt à participer à ces réseaux. Voilà, est-ce que peut-être, Benoît, je te laisse compléter. J'ai vu quelques questions. Ou est-ce que
Benoît? Oui, alors en fonction de ce que M. Antonox prévoit de faire, on peut effectivement répondre aux questions, je vois, des questions de présentation de l'ordonnance. Dites-moi ce que… Eh bien, écoutez, je vous propose peut-être effectivement de passer aux questions qui ont été posées. Merci à vous deux déjà pour la présentation. Effectivement, il y a une question sur l'ordonnance du 25 mars. On est dans une situation un peu d'exception actuellement, et peut-être qu'il est important d'en dire un mot maintenant. Et puis ensuite, Clovis, je te laisse la main pour les autres questions qui ont été posées. Okay. Alors, sur l'ordonnance du 25 mars, comme je le disais tout à l'heure, elle est intervenue essentiellement pour gérer l'urgence. Hein. Il fallait tenir le choc pendant la durée de la crise et éviter essentiellement les ruptures contractuelles. Donc c'est une gestion de la transition faite dans l'urgence. D'ailleurs, l'ordonnance du 13 mai est venue définir un terme au champ d'application de cette ordonnance, et qui est le 23 juillet prochain. Donc à partir du 23 juillet prochain, on ne pourra plus mettre en œuvre les dispositions de l'ordonnance. C'était bien pour montrer que c'était la gestion de la période de crise. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette ordonnance? Elle prévoit des dispositions de gestion de la crise pour les procédures et pour les contrats. Pour les procédures, il s'agit essentiellement de permettre la prolongation des procédures qui seraient en cours au moment de la survenance de la crise et qui en pâtissent, eh bien, de permettre la prolongation des délais de réception des candidatures et des offres, c'est l'article 2. C'est de permettre également l'aménagement des modalités de la mise en concurrence. L'article 3 de l'ordonnance le prévoit. C'est par exemple la possibilité de remplacer des réunions de négociation en présentiel qui avaient été prévues en présentiel par les documents de la consultation, et bien de les remplacer par exemple des réunions dématérialisées, et ça c'est tout à fait possible, ou lorsque certains acheteurs auraient exigé, bien que nous le conseillions pas depuis longtemps, mais auraient exigé une offre signée électroniquement, une remise d'offre signée électroniquement. Et pour certaines entreprises qui, du fait de la crise, ne peuvent pas accéder, ne peuvent pas obtenir un certificat de signature électronique, de pouvoir aussi changer ce genre de règles qui étaient mis initialement dans le dossier de consultation des entreprises. J'ajoute aussi, au titre de l'aménagement des procédures, l'article 6.1 qui a été introduit dans une ordonnance modificative qui dispense de l'avis de la CAO tous les avenants qui entraînent l'augmentation de plus de 5% du montant du contrat initial. Ça aussi, c'est pour permettre de gérer ces moments de crise. Et alors, l'autre logique de l'ordonnance, c'est d'agir sur les procédures, mais d'agir sur les contrats eux-mêmes. Donc, on a toute une série de mesures qui sont les articles 4 à 6 et 7 d'ailleurs, qui permettent la prolongation des contrats qui arrivent à terme pendant la période d'urgence sanitaire, la modification des conditions de versement de l'avance, c'est l'article 5, qui prévoit que l'avance peut aller au-delà des 60% et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une garantie. La prorogation des durées d'exécution contractuelle, ce qui est différent de la prolongation du contrat en lui-même, c'est au sein du contrat, lorsque le contrat prévoyait, définissait des durées précises, un calendrier précis d'exécution contractuelle, bien, la possibilité de proroger ces durées d'exécution pendant la période de la crise sanitaire, c'est l'article 6.1. Le gel des sanctions et des pénalités, l'article 6.2, petit a. Et en parallèle, la possibilité pour l'acheteur, lorsque son contractant est dans l'impossibilité de faire sa prestation, la possibilité pour l'acheteur de passer un marché de substitution sans que sa responsabilité soit engagée et sans non plus, on l'a pensé aussi au co-contractant, sans imposer que ce soit le contractant défaillant et qui en subisse les frais financiers, ce qui est la règle normalement couramment.
Ouais. Vous vouliez intervenir, monsieur? Alors, je vous propose peut-être, parce qu'il y a plusieurs questions assez précises qui sont arrivées, Oui. Claude, je te laisse peut-être prendre la main parce que je ne les vois pas toutes, je vois juste la dernière. Ouais, alors j'ai un souci parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées qui n'ont pas un lien direct avec notre webinaire sur la sortie de crise. On a notamment une question sur la fameuse RSE comme critère, une question sur l'évolution réglementaire sur les SPASER. Ça, je vous propose de ne pas traiter ces questions parce qu'on a déjà pris du retard sur le calendrier. Je vois une question. Que peuvent faire les acheteurs face à une demande d'indemnisation de charges fixes dans le cadre d'exécution d'accords cadres à bon de commande alors qu'aucun bon n'a été annulé, j'imagine, du fait de la crise et que le minimum a été atteint? Je ne sais pas si on peut prendre ce genre de questions assez précises, mais je pense Oui, qu'on en prend une, mais on va pas s'étendre et on va pas s'étendre sur les sujets qui ne concernent pas, qui relèvent pas directement de la crise sanitaire. Oui, alors peut-être sur cette question que je vais peut-être élargir, c'est sur peut-être la compensation des surcoûts liés à la crise. Et je pense que c'est tout ça qui est en question certainement. Vous avez vu que l'ordonnance en elle-même, je le disais, c'est pour gérer une urgence, donc ne contient pas de disposition, ou très peu. Il y a l'article 6, sixièmement, qui parle de la compensation des indemnisations pour les concessions. Mais à part ça, on ne parle pas tellement de l'indemnisation. Il faut savoir que l'ordonnance ne fait pas obstacle à l'application des règles jurisprudentielles classiques, et notamment celle de l'imprévision, et qui permet, lorsqu'il y a un bouleversement de l'équilibre du contrat et que le prestataire est confronté à des charges inédites qui n'étaient pas prévues du fait de cette crise sanitaire, eh bien la théorie de l'imprévision permet justement à l'acheteur de verser une indemnité qui doit tenir compte de ces surcoûts. Donc l'ordonnance ne fait pas du tout obstacle à la mise en œuvre de ces mesures d'indemnisation. Elles sont possibles. On encourage même à ce qu'il y ait des discussions entre les parties pour prendre en compte effectivement ces difficultés des entreprises liées à la crise et de voir dans quelle mesure on peut négocier ce type d'indemnisation. Donc on encourage effectivement les acheteurs et les titulaires de marché et de concessions à faire ces démarches-là. La plupart du temps, les fédérations professionnelles et les fédérations associations d'élus ou d'acheteurs publics ont pris les devants et ont organisé des réunions de concertation pour essayer de calibrer un petit peu, d'estimer les surcoûts et de voir comment ils peuvent être pris en compte. Alors, merci. Peut-être, Flora, éventuellement en 1 ou 2 minutes, réagir quand même sur la question RSE, SPASER, même si c'est des questions qui peuvent être spécifiques, mais qui peuvent se rejoindre avec, comme ça a été dit, bah oui, entre l'urgence et le moyen terme et préparer le monde d'après, comme ça a été dit par un des participants. Oui, sur la RSE, très rapidement, parce que c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Le dispositif réglementaire actuel permet de faire énormément de choses. Prendre la RSE sur la politique globale, et on connaît tous la jurisprudence sur Nantes, même si Nantes fait des choses par ailleurs toujours formidables, donc je faut pas réduire Nantes juste à cette jurisprudence. Simplement, il y a au niveau de la RSE une vraie problématique qui est que si vous prenez en compte, de toute façon, il y a du droit de la politique globale, vous n'allez pas vraiment vous assurer qu'il y aura une exécution effective dans le marché. Et quand vous regardez les textes, si vous prenez vraiment les dispositions du code, ça va très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre en compte le développement durable sur tout ce qui est en lien avec l'objet du marché. L'objet du marché, c'est extrêmement large. Ça va de la fabrication jusqu'aux déchets. Si vous prenez toute la chaîne d'achat du cycle de vie, vous avez un champ d'action qui est énorme. D'autant qu'on sait aussi qu'il y a des risques parfois à prendre la RSE de manière globale sur des entreprises qui auraient des chartes
parfois des grosses entreprises qui auraient des chartes très générales et derrière qui ne seraient pas forcément revêtues d'actions concrètes dans l'exécution du marché. Donc, au-delà de l'aspect juridique qui fait que de toute façon, on ne prendra pas en compte la RSE parce que ce n'est pas en lien avec l'objet du marché, il y a quand même tous les outils dans le code pour pouvoir prendre en compte le développement durable. Donc là-dessus, il n'y a pas, pour nous pas de difficulté. Sur la question des spazeurs, c'est des questions qui sont en réflexion. On en parle notamment aussi de comment placer le spazer dans le cadre du PNA-APD, du futur PNA-APD. Donc, il faudra, je pense, d'abord se poser sur un vrai bilan, d'abord avant de penser réglementation sur les spazers. Les retours qu'on a sont aussi des besoins de cadrage. Donc je sais que notamment la communauté urbaine de Dunkerque, mais d'autres acteurs ont fait de très gros efforts sur ces schémas. Donc, la réglementation n'est pas forcément toujours la solution, mais c'est pas fermé, quoi. S'il y a des besoins, il faudra faire évoluer la réglementation. Mais d'abord, posons-nous vraiment la question, est-ce qu'il y a un réel besoin? Est-ce que c'est ça le besoin qui est attendu des acteurs? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les schémas, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps, sont aussi potentiellement un levier pour répondre aussi aux enjeux d'aujourd'hui. Et je pense que l'avantage du schéma, quand il est pris dans tous ces leviers, comme l'a fait Dunkerque et d'autres acteurs, en Ile-de-France aussi, quand j'y étais, c'est-à-dire l'aspect économique, environnemental et social. Et quand on prend en compte tous ces trois aspects, on peut davantage agir au niveau de la politique achat par rapport à la crise actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura Antoine, qui permettra peut-être d'illustrer cela. Antoine, une petite dernière question quand même, parce que alors c'est peut-être intéressé parce qu'on a le cas aussi sur Dunkerque, c'est la question de peut-être une précision des précisions sur le 6.4 de l'ordonnance sur les paiements forfaitaires, enfin sur les marchés, les accords cadres à bon de commande, quand on fait des règlements forfaitaires et qu'ensuite on est amené à régulariser par la suite quelles sont les recommandations que peut nous faire la DAJ dessus? Oui, alors c'est ce 6.4, c'est je crois la disposition de l'ordonnance qui a été la plus commentée et qui a le plus étonné d'ailleurs à l'origine, qui n'a pas toujours été bien comprise à l'origine, qui est en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de la continuité du paiement pour les marchés prix forfaitaires en l'absence de services faits. C'est ça, le 6.4, c'est dans l'esprit dans lequel je disais tout à l'heure, on gère une période de transition. Il ne faut surtout pas que rompre les contrats, il ne faut pas que les affaires cessent, il faut soutenir les entreprises lorsqu'elles sont confrontées à une impossibilité. Et ça fait partie de ce dispositif, donc de continuer à régler les échéances. Alors ça suppose que deux choses, il y a deux conditions, c'est que les échéances étaient clairement déterminées dans le contrat en amont et que les montants aussi des échéances aient été déterminés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le paiement soit conditionné à la livraison de quelque chose, au constat d'une avancée quelconque. Il faut que voilà, c'est un paiement mensuel d'un montant fixe prévu à l'avance. Alors, cela dit, ce n'est pas non plus, comment dirais-je, la porte ouverte à tous les excès, parce que ensuite, au moment où on redémarre l'activité, on retrouve une période normale, il faut faire les comptes. Il faut faire les comptes et il y a deux solutions. Soit l'entreprise qui a été empêchée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois de réaliser ses prestations, eh bien, les réalise par la suite et les paiements qui ont été poursuivis finalement apparaissent comme des avances qui ont été données à l'entreprise. Soit elle ne peut pas les poursuivre dans les mêmes conditions, elle est obligée de les aménager, d'en réduire un petit peu dans les prestations qui sont prévues. Et dans ce cas-là, les paiements viendront en déduction du prix final. Donc, ça sera l'acheteur s'y retrouvera à la fin. Donc, c'est une 6.4, c'est vraiment une aide pour passer le cap difficile. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, je l'ai mis dans le chat. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, notamment les questions techniques, et le temps passe très très vite. Donc, n'hésitez pas néanmoins à nous les adresser. On verra comment on peut les relayer pour faire des retours en dehors du webinaire. Je vous propose, sans plus attendre, en vous remerciant Benoît et Flora pour votre intervention, de passer à la présentation de Grégory Stanislavski qui nous a rejoint de la CCI Hauts-de-France. Rebonjour Grégory, et qui va donc nous donner une vision sur l'impact donc de
de la crise sanitaire sur l'activité pour les entreprises en Hauts-de-France. Merci, vous m'entendez bien? Oui. Bon. Merci de m'accueillir au sein de ce webinaire. Alors effectivement, je vais vous présenter les résultats du 3e baromètre que nous avons réalisé au niveau de la CCI de région. C'est un baromètre qui présente un état de la situation juste avant le déconfinement. On a près de 3000 entreprises qui ont répondu à cette enquête. Alors vous le savez, on est face à une crise inédite, sans précédent, au niveau mondial, au niveau européen et au niveau France, qui affecte directement l'économie réelle. C'est la grande différence de la crise avec la crise de 2008 qui a d'abord affecté le domaine financier, et là elle affecte l'économie réelle. Donc on a un taux d'impact qui est majeur, qui est à 96% lors du 3e baromètre, et qui impacte, vous le voyez, tous les secteurs d'activité, et en premier lieu l'hôtellerie, la restauration, les services aux particuliers, les débits de boissons et le secteur de la construction. Alors, slide suivant, le chiffre d'affaires, où on est, vous le voyez, on a des chiffres impressionnants, du jamais vu. Moi, ça fait plusieurs années que je fais de la conjoncture, que je suis ces données. Je n'ai jamais vu des taux aussi élevés de recul moyen de chiffre d'affaires, et là, on est sur du recul depuis janvier 2020. Donc, ce n'est pas un recul de chiffre d'affaires pendant la période de crise proprement dite, mais vraiment depuis le début de l'année. Vous voyez, moins 51%, tout le secteur d'activité confondu, encore en recul par rapport à ce qu'on observait en avril, avec les secteurs impactés qui sont l'hôtellerie-restauration. On est un secteur qui a quasiment fermé, les services aux particuliers et aussi le commerce de détail et les transports logistiques, on dépasse largement les 50%. Donc, une situation extrêmement difficile pour ces secteurs d'activité. Slide suivant. Ce que l'on voit aussi au niveau de la trésorerie, c'est une problématique de nombreux dirigeants. 54% d'entre eux aujourd'hui nous indiquent avoir des problèmes de trésorerie. Cette trésorerie, elle est particulièrement fragile dans l'hôtellerie-restauration. On a un taux de 75%. Les services aux particuliers et le commerce de détail, donc tous les secteurs de la sphère résidentielle, ont besoin de trésorerie aujourd'hui pour pouvoir avoir une activité, on va dire, à peu près normale. Le recours au chômage partiel, effectivement, vous l'avez entendu, de nombreuses entreprises ont eu recours au chômage partiel. Dans les entreprises que nous avons interrogées, on a 54% de taux de recours au chômage partiel, avec un recours important dans le BTP, on est à 80%, les hôtels-restaurants, qui étaient fermés pour la majorité d'entre eux, et également le secteur industriel. Alors ensuite, le télétravail. Vous le savez, pendant cette période, beaucoup d'entreprises ont mis en place le télétravail, et ça a été une nouvelle façon d'organiser le travail, qui ne travaille d'ailleurs pas sans conséquence sur le retour en entreprise des salariés. Ces modes d'organisation se sont installés. Beaucoup de salariés ont découvert la possibilité de télétravailler. Donc, on va avoir aussi des entreprises qui vont devoir se préparer aussi à ce nouveau mode de travail. Beaucoup d'entre elles ne l'étaient pas avant le confinement, se sont mis pendant le confinement, et vont devoir aussi continuer, voire poursuivre ce télétravail. Un quart de ces entreprises ont eu recours au télétravail pendant la période de confinement, beaucoup plus élevé dans l'industrie, le commerce interentreprise et les services de l'entreprise. Enfin, par rapport aux mesures dont les entreprises ont bénéficié, le chômage partiel, vous voyez, publicité. Ensuite, on a tout le report des échéances sociales et fiscales, l'aide forfaitaire de 1 500 €, et puis également un rééchelonnement des crédits bancaires. Ce sont les 4 mesures qui ont été les plus utilisées par les entreprises au niveau de la région. Alors, on a interrogé les entreprises pour savoir quelles étaient leurs perspectives après le confinement. Donc, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il leur faudra en moyenne, slide suivant, 6 mois pour retrouver leur niveau d'avant-crise. Donc, ça veut dire clairement pas avant le début d'année prochaine pour la majorité des secteurs. Ce sera beaucoup plus long pour les hôtels et cafés et restaurants qui ne sont pas encore ouverts, mais qui vraisemblablement devraient rouvrir à partir du 2 juin. Donc là, c'est plus d'1 an qu'il leur faudra dans ce secteur d'activité.
Dans le transport et la logistique et les services aux entreprises, on est en moyenne entre 6 à 12 mois, donc avec des taux beaucoup plus élevés que les autres secteurs. Les perspectives concernant leur entreprise d'ici la fin du mois de mai, vous le voyez, on a quand même une majorité d'entreprises qui veulent reprendre totalement leur activité. Donc, on a des entreprises qui ont envie de reprendre et certaines ne vont reprendre encore que partiellement. Donc, on a encore une économie qui est au ralenti dans son fonctionnement et qui va mettre du temps avant de reprendre complètement au mieux septembre pour l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, les besoins des entreprises, puisqu'elles ont énormément souffert, elles ont toujours besoin de pouvoir bénéficier de l'exonération de charges sociales et fiscales. C'est notamment le cas des secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie, de la restauration et des services aux particuliers. C'est aussi pouvoir bénéficier encore du chômage partiel et puis également faciliter le crédit par rapport à leurs besoins. Slide suivant. Le télétravail va se poursuivre pendant la période de déconfinement. On a près d'une entreprise sur deux qui envisage de maintenir tout ou partie de leurs salariés en télétravail. Donc, les entreprises, elles s'adaptent. Elles vont encore maintenir le chômage partiel. Elles vont aussi adapter les horaires de travail de leurs salariés pour près de 62% d'entre elles. Et par rapport aux prévisions de licenciement, aujourd'hui, on a en moyenne 19% des entreprises qui envisagent de licencier au niveau de la région. Et ce taux atteint 32% dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, voilà, on en est sur des chiffres qui peuvent être très élevés. Et quand on voit les derniers chiffres qui viennent d'être publiés sur l'augmentation du chômage, qui est de plus de 22%, donc c'est assez colossal. Je pense que on va pouvoir commencer vraiment à mesurer les vrais résultats, les vraies conséquences de cette crise à partir de septembre et à partir de la rentrée. Et on sera effectivement vigilant et très attentif aux données sur les défaillances d'entreprise et bien sûr aux données sur les licenciements. Slide suivant. L'état d'esprit des salariés. Donc, on a demandé aux dirigeants pour voir s'ils connaissaient un petit peu l'état d'esprit de leurs salariés. Alors, globalement, il y en a beaucoup qui ne savent pas se prononcer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu forcément d'enquête auprès des salariés pour connaître l'état d'esprit. Mais quand ils se prononcent, c'est que globalement, ils ont le sentiment que leurs salariés sont vraiment prêts et ont vraiment envie de revenir en entreprise et également on a des salariés qui sont fortement préoccupés par la situation économique de l'entreprise, donc beaucoup d'inquiétude de la part des salariés par rapport à cette situation. Alors pendant cette période de confinement, on a vu beaucoup de mutations, on a eu aussi beaucoup de changements. C'est pas resté inerte. Le premier changement qu'on a vu, ça a été le comportement des consommateurs. Beaucoup ont modifié leur façon de consommer en alimentaire ou en non alimentaire. On publie d'ailleurs demain une étude, une enquête spécifique sur ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que 90% des ménages des Hauts-de-France ont modifié leur comportement de consommation et 39% d'entre eux nous indiquent qu'ils préfèrent les nouveaux modes de consommation qu'ils ont utilisés pendant la période de confinement, ce qui nous laisse à penser d'une évolution durable sur ces comportements, ce qui n'est pas sans conséquence sur de nombreux secteurs d'activité qui vont devoir anticiper ces changements, qui vont devoir revoir aussi leur stratégie, se remettre au numérique. Alors le numérique, on a beaucoup d'entreprises qui ont, pendant cette période de confinement, accéléré le mouvement parce que c'était pour elles le seul moyen de continuer à pouvoir avoir encore un petit niveau d'activité, encore à avoir un peu de chiffre d'affaires. Donc on a 20% des entreprises qui ont mis en place des outils numériques pour pouvoir construire leurs ventes. C'est le cas notamment des services, mais aussi surtout du commerce. Et on était dans des secteurs où on était généralement plutôt en retard. Donc il y a eu un petit effet d'accélération pour plusieurs secteurs de passer au digital. Parmi les nouveaux services qui ont été mis en place, ça a été avant tout la communication digitale, continuer le lien avec ses clients, avec ses fournisseurs pendant cette période.
le développement de services de retrait de marchandises, mais également de services de livraison à domicile qui ont été mis en place. Enfin, par rapport au maintien de ces services, on a demandé aux dirigeants si ils envisageaient de maintenir ces services une fois la phase de confinement passée. Vous le voyez, hein, majoritairement, ils souhaitent continuer à développer la communication digitale, la livraison à domicile, le retrait de marchandises. Donc voilà, cette crise, vous le voyez, elle est massive, elle impacte toute notre économie. Il n'y a pas une entreprise en dehors de secteurs de niche qui y a échappé. On est tous les secteurs sont concernés, certains le sont beaucoup plus. Ça va mettre du temps avant de s'en remettre. Il y aura de la casse, il y aura des défaillances d'entreprise, il y aura des pertes d'emplois, il ne faut pas se le cacher. Mais vous le voyez, je vais tourner vers une note positive. On a des mutations qui sont mises en place, il y a des accélérations qui vont être fortes. Et donc, il va falloir aujourd'hui se mobiliser pour accompagner ces entreprises dans ces mutations fortes. Et ça va devoir se faire très vite parce que vous le voyez, on a des entreprises qui sont fragiles. Il va falloir les accompagner assez rapidement. On ne va pas pouvoir attendre 3 mois ou 6 mois parce que certaines d'entre elles sont déjà bien fragilisées. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère avoir tenu les délais. Si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre. Merci beaucoup Grégory Stanislavski pour la présentation qui est très riche d'enseignements et qui met aussi effectivement, comme vous l'avez souligné, en relief les chiffres du chômage qui ont été communiqués aujourd'hui par rapport à la situation des entreprises dans la région. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques, j'en ai pas vu passer dans le chat. On peut prendre une minute pour poser des questions. Alors, effectivement, pas de questions dans le chat. Moi, j'avais quand même une question. Est-ce que dans les questionnaires que vous avez pu faire auprès des entreprises, vous avez un volet spécifique commande publique qui est apparu et des craintes spécifiques sur les entreprises du BTP liées à la commande publique? Alors, on avait une question dans notre première enquête par rapport à ce sujet. Alors, effectivement, mais ce n'était pas encore une préoccupation forte puisqu'on était simplement au début de la crise de l'épidémie. Et par contre, ce que l'on a convenu, c'est dans la prochaine enquête, comme c'est une problématique qui est en train d'être très prégnante et de plus en plus importante, moi je l'entends beaucoup autour de moi, on a prévu de faire un point spécifique par rapport à la commande publique pour interroger les entreprises sur ce sujet. Et donc, je ne manquerai pas de vous présenter les résultats. J'ai d'ailleurs proposé que l'on construise les questions ensemble pour pouvoir être au plus proche de vos attentes et de vos besoins. Merci beaucoup. On va peut-être prendre très très vite la question de Benoît Ferry. Dans le cas d'une seconde vague en automne avec un reconfinement possible, y a-t-il une stratégie qui a été réfléchie pour accompagner les entreprises? Je ne sais pas si c'est une question qui peut se poser à la CCI ou au gouvernement ou aux acteurs politiques locaux. Ouais, alors, la stratégie, actuellement, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'argent sur la table pour accompagner les entreprises. Je sais que la stratégie est en train de se dessiner et de se mettre en place actuellement avec, d'une part, l'argent de l'Europe, mais surtout par rapport à ce qu'apportera l'État. Le Conseil régional est fortement mobilisé également sur la situation avec les chambres de commerce et la préfecture. Et il est prévu, effectivement, nous, on a travaillé beaucoup au niveau des chambres de commerce pour accompagner les entreprises sur le rebond et assez rapidement. Et donc, voilà, je sais qu'il y a des réunions actuellement en cours justement pour définir les contours de l'accompagnement qui va être mis en place auprès des entreprises. Pour l'heure, je n'en connais pas le contenu, mais je sais qu'il y a des trucs qui vont se mettre en place assez rapidement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de passer la parole à Bastien Talog, directeur de la commande publique à la métropole européenne de Lille, pour son témoignage sur la manière dont la situation a été pensée et gérée au niveau de la métropole européenne de Lille. Bonjour à tous. Alors l'objet de cette présentation, très humblement, ne sera pas de présenter des réalisations qui auraient la prétention d'être exemplaires, mais plutôt de partager effectivement les questions qu'on peut se poser aujourd'hui et les réflexions qu'on est amené à avoir à l'interne.
Alors, par rapport au soutien à l'activité économique, il y a effectivement, sans faire dans la philosophie, mais il y a deux sujets dans le sujet, parce qu'il y a la question de quel soutien, mais aussi la question de quelle activité économique. Ça renvoie au schéma de la slide suivante que je vous propose alors qui cherche à restituer quelque part les approches aujourd'hui qu'on voit dans le débat et qui sont très présentes aujourd'hui dans l'action des acheteurs publics, en tout cas dans les réflexions, en matière de soutien à l'activité économique. L'enjeu étant de ne pas opposer ces approches, mais au contraire de considérer qu'elles sont complémentaires en termes de temporalité, mais aussi en termes d'ambition, et de considérer qu'il n'y a pas d'un côté l'urgence économique contre le monde de demain, mais qu'il y a bien nécessité aujourd'hui de séquencer ces approches qui, en termes de niveau d'ambition, et c'est ce qui est représenté dans ce schéma, vont progressivement vers une relance beaucoup plus ambitieuse et qui ne se contente pas, ce qui est déjà quelque chose de très attendu évidemment, mais de stimuler la demande, mais de l'orienter vers d'autres secteurs d'activité, d'autres modes de production ou des filières qui aujourd'hui sont à structurer. Alors c'est le fil rouge qui va guider ma présentation. D'abord sur le premier point, sur l'aménagement des contrats, on peut passer à la slide suivante. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il ne faut pas surestimer la capacité, en tout cas, de l'exécution des contrats à constituer un vecteur en termes de soutien à l'activité économique. Alors, il y a l'exception majeure de l'augmentation des avances qui peut être un levier massif de soutien au tissu économique local. Mais sans paraître rabat-joie, je vais prendre ma casquette juridique, un marché reste quand même, et même dans l'esprit de l'ordonnance du 25 mars, un contrat avec une prestation et en contrepartie un prix. Et même si l'ordonnance prévoit des possibilités d'aménagement, ce sont des aménagements transitoires et comme ça a été dit tout à l'heure, même quand on suspend de manière tout à fait temporaire le lien avec le service fait, on y revient de toute façon par la suite et c'est bien l'esprit des textes puisqu'il y a un dispositif de régularisation qui est prévu. Donc il ne faut pas forcément surestimer ce vecteur. Il est là pour traiter les difficultés d'exécution des entreprises, mais il n'est pas là pour, je dirais, constituer un dispositif d'aide économique aux entreprises. En ayant à l'esprit aussi, et c'est le deuxième point, que on n'est pas dans une présomption générale de force majeure, même s'il y avait eu effectivement quelques déclarations officielles, mais bien sur une analyse au cas par cas et circonstanciée. Donc, il ne faut pas se méprendre aujourd'hui, je pense, sur ce que permet de faire l'aménagement des contrats existants. Il y a en revanche une exception notable à ce que je dis là, c'est l'augmentation des avances qui, pour le coup, peut être un levier très important de soutien au tissu économique. Pour illustrer très rapidement, à la métropole européenne de Lille, ce qui est envisagé, enfin ce qui est même en cours de mise en place, c'est un dispositif sur demande des entreprises qui permettrait d'aller jusqu'à 30% d'avance sur les marchés, jusqu'à 60% pour les PME, capé à 1 million d'euros en valeur absolue. Et surtout, et ce qui est important pour les entreprises, parce que c'est souvent un frein justement à la demande de l'avance, le fait que sur la moitié du montant de l'avance, il n'y ait pas besoin de demander de garantie à première demande et que jusqu'à 15% pour les entreprises, il n'y ait pas besoin de garantie à première demande, 30% sur les 60% si vous m'avez suivi pour les PME. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai dispositif, en tout cas de soutien. Pour donner une idée en termes de montant, si on s'arrête à la première tranche sans garantie à première demande et qu'on imagine que toutes les entreprises en font la demande, ça représente 40 millions d'efforts de trésorerie pour les finances de la métropole et on va jusqu'à 110 millions d'euros si dans l'hypothèse où toutes les entreprises demanderaient jusqu'au niveau maximal, y compris avec la garantie à première demande. Donc c'est un vrai effort aussi en termes de trésorerie pour les collectivités, en ayant à l'esprit évidemment que toutes les collectivités n'ont pas forcément les moyens de cet appui. Donc ça, c'est pour l'aménagement des contrats existants. Après, il y a un deuxième temps, mais qui est arrivé très vite, qui est celui de la reprise des chantiers ou la reprise de ce qui avait été suspendu. Je vais pas rester très longtemps sur le sujet. Comme beaucoup d'autres collectivités, la métropole, elle a suspendu très rapidement dès les premiers jours du confinement et de manière quasiment généralisée les chantiers sur l'espace public. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien celui de la reprise progressive avec un formalisme adapté qui ne soit pas trop lourd, mais qui en même temps, évidemment, soit rigoureux du point de vue des responsabilités en matière sanitaire. Et c'est ce que nous avons travaillé, comme beaucoup d'autres collectivités d'ailleurs, avec des décisions qui aujourd'hui, pour l'instant, se passent bien avec les entreprises, mais sans perdre de vue, évidemment, l'enjeu sanitaire
L'enjeu économique étant un enjeu qui viendra dans un second temps, parce qu'il y a la question des surcoûts évidemment liés au Covid, et sur lequel nous avons des échanges actuellement avec la Fédération régionale des travaux publics pour trouver justement un cadre de référence en matière d'indemnisation. Alors le sujet après, au-delà de ces sujets à court terme, c'est la question de la relance. Mais la question, c'est quelle relance, effectivement, parce qu'aujourd'hui, dans les discussions et dans les débats, parfois les choses se confondent et on parle de choses un peu différentes. Il y a d'abord la relance à laquelle on pense spontanément, c'est, on va dire, du keynésianisme un peu classique, c'est du soutien au carnet de commandes des entreprises, au tissu économique en place, dans une optique de relance de la croissance et de l'emploi. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais il y a un autre niveau d'ambition, effectivement, qui est sans doute pas dans la même temporalité, qui est de ne pas se contenter simplement d'une stimulation, on va dire, quantitative de la demande uniquement dans une logique de carnet de commandes, mais de chercher à orienter cette demande vers de nouvelles filières, dans une logique de responsabilité sociale, dans un souci de transition écologique et de résilience du territoire, mais qui là est beaucoup plus ambitieuse parce qu'elle implique à la fois une refonte des pratiques d'achat et elle implique un travail beaucoup plus ambitieux également avec le tissu économique et de structuration de filières. On va y revenir très rapidement. Alors, sur la première relance, c'est celle à laquelle on pense spontanément. Aujourd'hui, à la métropole européenne de Lille, ce qui est envisagé, on peut passer à la slide suivante, c'est d'avoir une programmation des achats dédiée à la relance qui est en cours de préparation. L'idée étant qu'elle soit ciblée, mais par l'objet du marché, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire de gymnastique juridique pour faire de l'achat local, de regarder les achats qui, par leur objet, on le voit aujourd'hui, et ça peut se percevoir rapidement quand on regarde notre cartographie de fournisseurs suivant nos objets de marché, d'une part aux secteurs économiques les plus fragilisés, mais aussi aux prestations qui sont les moins capitalistiques, qui sont les plus riches en emplois, pour le dire plus simplement, et qui font appel à des emplois non délocalisables. Ça, c'est des informations que l'on connaît au titre, évidemment, du développement économique et qui permettent d'envisager une programmation des achats qui viendra cibler ces différents objets. Alors après, se pose une autre question, puisqu'on parlait tout à l'heure d'insertion sociale, c'est effectivement de ne pas tomber dans des injonctions contradictoires en matière d'insertion. Aujourd'hui, nous, sur nos marchés à la métropole, nous avons introduit la clause qui permet, en cas de difficulté avérée en termes d'emploi pour les entreprises, soit d'alléger l'obligation d'insertion, soit de la suspendre. Alors pour rassurer ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas de considérer que la baisse du carnet de commandes suffit à justifier cette mesure. On parle là de cas où on a vraiment des tensions sur l'emploi et qui conduisent l'entreprise à devoir se mettre dans des procédures de sauvegarde de l'emploi. Et donc, là, le souci, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que ça n'apparaisse comme une injonction contradictoire, c'est qu'à l'échelle d'une entreprise donnée, on puisse avoir effectivement ce dispositif, parce qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un intérêt non plus à ce qu'on fasse de la clause d'insertion, mais que les bénéficiaires ne soient pas accueillis dans des bonnes conditions dans les entreprises. Et ça n'empêche pas par ailleurs de promouvoir la clause d'insertion dans les marchés qu'on sera amené à relancer dans le cadre de cette programmation des achats que j'évoquais. Donc c'est vraiment de tenir tout ça sans que ce soit contradictoire, parce qu'on n'est pas à la même échelle. Ce que je disais sur les entreprises en difficulté, c'est bien à l'échelle d'une entreprise donnée, et ce qui concerne les clauses d'insertion, c'est l'ensemble du monde économique, et l'enjeu, c'est qu'on puisse à la fois avoir cette double vision en matière d'insertion, et de faire en sorte, en tout cas, qu'en plus de l'effet économique, on ait, dans le prolongement de cet effet, un impact positif sur l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Alors après, une fois qu'on a parlé de cette relance, on va dire un peu classique, il y a un autre niveau d'ambition, et quand je disais tout à l'heure que voilà, je n'avais aucune prétention en tout cas à présenter des choses réalisées, mais on voit bien que c'est notre horizon aujourd'hui, au-delà de cette relance à court terme, c'est vraiment d'envisager une relance tournée vers les enjeux de RSE, vers les enjeux de notre schéma de promotion des achats publics socialement, écologiquement responsables. Et là, on est sur un niveau d'ambition qui est beaucoup plus élevé, parce que ça veut dire qu'on doit continuer le travail sur nos pratiques internes d'achat. On voit bien que là, on est sur un niveau de maturité de la fonction achat qui va encore plus loin, puisqu'il s'agit vraiment de refondre nos marchés, nos cadres d'achat, pour aller chercher justement ces acteurs économiques, ces modèles économiques et ces modes de production qui sont plus vertueux. Et ça veut dire aussi faire appel parfois à une activité économique qui n'existe pas encore aujourd'hui, ou en tout cas qui est en cours d'émergence. Et ça renvoie alors
désolé pour les collectivités qui ne seraient pas concernées, mais dans les collectivités en tout cas qui sont compétentes en matière de développement économique, c'est vraiment d'investir le couple achat-développement économique parce qu'il y aura un vrai enjeu de structuration de filière et qui montre qu'on est bien dans une temporalité plus longue évidemment que sur la relance de court terme. Pour terminer après sur, c'était la conclusion, on peut passer à la slide suivante. Après, il faut évidemment inscrire ses ambitions dans un cadre réaliste, hein, et aujourd'hui, on voit bien qu'on a deux types d'incertitudes qui viennent hypothéquer, le terme est peut-être un peu fort. Alors, pour la première, sans doute davantage. Je vais commencer par la dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les communes intercommunalités, on a une articulation avec le renouvellement électoral qui est un élément de complexité supplémentaire. Bon, heureusement, et finalement, la tenue du second tour le 28 juin va permettre de donner une visibilité. D'ailleurs, ça a été un élément dans le débat public qui a pesé. C'est effectivement tout à fait logique. Mais en tout cas, il y a une situation un peu d'attente et une capacité d'action qui est quand même un peu limitée aujourd'hui par cette attente. Et surtout, après, l'autre élément qui hypothèque davantage, c'est la question de la capacité financière des acheteurs locaux à contribuer sur la durée à ce soutien, puisque on voit bien que les mesures d'indemnisation, les mesures de versement d'avance, elles constituent un effort de trésorerie dont toutes les collectivités n'ont pas les moyens. Et puis, il y a l'avenir, c'est-à-dire qu'avec l'effondrement des recettes fiscales, voilà, quel soutien va être apporté aux collectivités, parce qu'un des risques, c'est qu'il y ait une vraie volonté politique à court terme de venir en soutien à très court terme des acteurs économiques, mais que l'effondrement intervienne plus tard, au moment où, par une sorte d'alignement qui est involontaire, eh bien, les dispositifs prennent fin. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu d'allumer ce deuxième moteur de la relance à long terme, une relance plus durable, qui effectivement prend toute sa place par rapport à cette alerte et à cette considération. Voilà en tout cas les éléments. Alors évidemment, ça ne rend pas forcément justice au sujet dans un format aussi court, mais les quelques réflexions et questions que je souhaitais en tout cas porter au débat et sur lesquelles on peut bien sûr échanger dans le cadre des questions. Merci beaucoup, Bastien, pour cette présentation très riche en termes de perspectives et d'enchevêtrement des temporalités. Alors, je crois qu'il y a une question qui est apparue. Clovis? Oui, il y a effectivement une question. Je vais poser trois questions en fait. Une sur les secteurs d'achat prioritaires. Est-ce que sur le côté RSE, pour développer le côté RSE dans le cadre de cette crise, il y a des secteurs d'achat que vous avez estimés prioritaires? Deuxième question que j'aurais, c'est sur les clauses d'insertion. Nous, on a vu à la crise de 2008 qu'au final, juste après la crise, il y avait eu une rupture complète des clauses d'insertion dans nos contrats, puisque les entreprises arguaient du fait qu'il fallait déjà qu'elles puissent garantir leurs emplois avant de pouvoir avancer, alors que c'est un investissement sur l'avenir quand même. Donc, est-ce que vous êtes confronté à ce problème? Et puis, dernier volet, nous, on a sur Dunkerque, on a eu l'occasion d'avoir un comité BTP. Et une des demandes des entreprises, c'était d'avoir de la visibilité sur les achats à très long terme, sur les 36 prochains mois. Et donc, on est en train de travailler sur cette estimation prévisionnelle de nos achats à 36 mois. Est-ce que vous avez ce genre de démarche, vous aussi, à la MEL? Alors pour prendre effectivement les questions dans l'ordre, alors je parlais d'humilité tout à l'heure, effectivement sur le côté RSE, nous n'avons pas aujourd'hui encore fait le travail d'identification des secteurs d'achat prioritaires. On est pour l'instant sur le travail que j'évoquais, qui est plus à court terme, d'identification de ces secteurs d'achat dans le cadre d'une relance qui est vraiment ciblée sur les secteurs vraiment les plus fragilisés. Alors évidemment, il y a certains domaines de la RSE qui peuvent se retrouver dans ces secteurs, mais ce travail est encore en cours et on est, comme je le disais tout à l'heure, encore dans le champ de l'urgence économique. Donc voilà, je ne pourrais pas vous donner plus d'éléments sur ce point-là. Sur la question des clauses d'insertion, un des enjeux, effectivement, c'est que et c'est comme ça qu'elle est écrite d'ailleurs, cette clause d'allègement ou voire de suspension dans des cas vraiment extrêmes, elle doit vraiment être documentée. C'est-à-dire qu'il y a un faisceau d'indices qui est posé
ça a fait l'objet de débats à l'époque. Hein. Les représentants du monde économique plaidaient parfois même pour que la baisse du carnet de commandes soit un élément suffisant. C'est pas comme ça qu'elle est écrite. Hein. Il faut vraiment avoir même des preuves administratives qu'il y a des démarches de sauvegarde de l'emploi qui sont sur le point d'être engagées compte tenu de la situation. Donc, l'idée, c'est pas effectivement de se retrouver avec une clause qui devient complètement procyclique et alors que l'activité s'effondre, en plus l'insertion est en recul. Ce serait totalement à rebours évidemment de l'effet recherché. Sur le comité BTP, sur la visibilité à 36 mois, alors on n'a pas eu des demandes de ce type-là, mais on sait que par nos échanges réguliers avec la FRTP, que cette visibilité sur la commande pic, elle est appréciée. Alors je reviendrai à ma dernière slide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une visibilité qu'on ne peut pas offrir compte tenu justement du renouvellement électoral qui est en cours. Mais néanmoins, ce sera un des enjeux justement dès l'installation du nouvel exécutif, donc en juillet, si on retient le calendrier qui a été fixé par le gouvernement sur le second tour. Et clairement, un des enjeux, à mon sens en tout cas, ce sera de pouvoir présenter dès la rentrée une programmation des achats qui aura été travaillée et qu'on puisse rentrer dans une dynamique déjà de partage de cette programmation avec les fédérations professionnelles. Alors, je ne sais pas si ça répond aux questions posées. Merci beaucoup Bastien Talloc pour les réponses aux questions et la présentation. Merci. Pour ne pas trop dépasser, je vous propose qu'on passe tout de suite la parole à Anne Ratézic, médiatrice régionale déléguée en Hauts-de-France. Anne, c'est à toi. Alors. En ligne. Allô? Allô, Oui. pardon, on t'entendait pas bien, ça y est, on t'entend. On m'entend. Bon, parfait. Donc, je disais que je vais vous présenter surtout le vécu de la médiation aussi et les recommandations que nous pouvons avoir par rapport à cette crise inédite. Et je vous présente rapidement l'outil de la médiation. Ma collègue Chantal Leclerc, qui est également médiatrice régionale déléguée, est aussi parmi les participants. On va aller à la slide suivante. Je rappelle que la médiation a été créée il y a 10 ans, c'est en fait notre anniversaire cette année, avec plusieurs objectifs, faciliter l'échange entre les entreprises, rétablir la confiance, aider les entreprises à trouver leurs solutions quand il y a un litige contractuel dans 2 domaines, interentreprise et commande publique. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous les petits dessins, parce que moi, sur mon ordinateur, je ne le vois pas, donc je ne sais pas si les autres participants le voient. Il y a la courbe des saisines en France qui montre que depuis 10 ans, c'est exponentiel. Idem en Hauts-de-France, avec un bon an, mal an, à peu près 140 saisines jusqu'à présent en 2019 sur la médiation des entreprises, dont la moitié sur les marchés publics. Et dans cette moitié, c'est essentiellement des questions de délai de paiement et de marché de travaux. On va passer à la slide suivante. Sur cette slide, alors ce qui nous est arrivé, comme tout le monde, c'était forcément une surcharge de travail pendant cette période inédite. Donc, comparé à l'année dernière, à la même époque, le nombre de dossiers de médiation a explosé et il est passé à 3 fois ce qu'il était l'année dernière. Bon, ce qui veut dire que nous ne jouons pas pour répondre sur les sujets de médiation venant des entreprises pour l'essentiel, mais pas que, on peut aussi avoir des collectivités. Le gros thème qu'il y a eu depuis le début du confinement, c'était les délais de paiement, que ce soit interentreprise ou marché public. Au début du confinement, nous avons pu être confrontés à certaines collectivités, enfin je parle au sens général, hein, petites, grandes structures, tout type de structures, qui n'avaient pas une chaîne de paiement facile à mettre en place de façon dématérialisée et en télétravail. Donc il y a un gros enjeu aussi pour l'avenir, quand il y a une situation de crise, c'est d'avoir un système opérationnel en cas de crise, et notamment pour ces chaînes de paiement et ces chaînes de décision dématérialisées.
Donc, dans certains cas, ça a pris quelque temps pour pouvoir résoudre ça, sachant que pour une entreprise, ça pouvait être vital d'avoir un paiement. Pour certaines, c'était 5 000 euros, pour certaines d'autres, c'était 100 000 euros. Suivant la taille de l'entreprise, tout est important. Et ça, c'était pendant le Covid. Avant de passer à celle-là, je reste encore sur la précédente. Ce qui va arriver maintenant et qui commence à arriver, qu'on commence à avoir des appels sur le sujet, ça va être la reprise des marchés de travaux. Et sur cette reprise des marchés de travaux, dans les précédentes interventions, on n'est pas encore rentré complètement dans le vif du sujet, même si c'est là, ça a été évoqué, cette question des surcoûts liés au Covid. Tu m'as pas pris mon dernier PowerPoint. J'avais rajouté un slide, Antoine, c'est pas le bon. Il manque un slide là entre les deux. C'est pas le bon. Parce que j'avais rajouté un petit slide pour vous, qui est le slide qui présente la charte partenariale pour la gestion des chantiers, qui a été élaborée par FFB, CAPEB, Ordre des architectes et Sinov. Alors, toutes mes excuses, s'il manque une slide, donc dans le diaporama qui sera mis à disposition, je prendrai le bon. Donc, toutes mes excuses, Anne, si j'ai loupé le dernier envoi. Et ça, c'est pas le dernier, hein. Je pense pas, c'est l'avant-dernier. Désolé. Désolé. Ah, d'accord. Ok. Donc, vous avez, je sais pas si tout le monde connaît cette charte partenariale. Vous verrez, vous pourrez la retrouver aussi en ligne, je pense. Elle donne un mode d'emploi sur comment discuter cette reprise, comment partager les coûts liés au Covid et à la mise en œuvre des gestes barrières. Il faut voir que sur des chantiers, il va y avoir des modifications sur les comptes pro rata, sur les barrières les cabanes de chantier, etc., etc. Et de la perte de productivité parce que les entreprises ne vont pas pouvoir fonctionner de la même façon compte tenu des distances de sécurité éventuellement à respecter. Donc, il peut y avoir tout ça. Les Hauts-de-France ont été leaders puisque cette charte partenariale Hauts-de-France a été aussi reprise en compte au niveau national. Donc, moi, je vous invite, si vous avez des questions de marché de travaux, à la prendre en compte. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit concertation, de faire le point parce que les maîtres d'ouvrage vont avoir des coûts, les entreprises ont des coûts. Concertez-vous pour définir ce qui peut être pris en compte en termes de surcoût. D'autant que l'ordre des architectes et le Sinov sont dedans. C'est pas forcément ce qui se passe actuellement, puisqu'on entend aussi qu'actuellement, je commence à entendre des maîtres d'ouvrage qui disent on va vous appliquer des pénalités de retard parce que vous n'êtes pas venu pendant, alors que nous on n'avait pas arrêté nos travaux, non, les autres entreprises ne demandent pas de coûts supplémentaires, donc vous qui en demandez, non, voilà. Il y a vraiment un gros travail de concertation, d'écoute et de prise en compte en amont à faire, et je dis ça pour nous éviter du travail, mais nous en aurons quand même. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général. Donc vous avez compris, beaucoup de fragilité dans les entreprises, et du coup, elles viennent en médiation, beaucoup plus que d'habitude. C'est quoi la médiation? C'est une possibilité offerte par la législation, tant pas pour le code civil et le code de procédure civile pour l'interentreprise que par le code de justice administrative. Et sachez d'ailleurs aussi que maintenant, le tribunal administratif nous saisit pour faire des médiations et arriver à trouver à aider les parties à trouver leurs solutions. On passe à la slide suivante. Donc, le médiateur, lui, n'est ni juge, ni arbitre, ni conciliateur, ni expert, ni sauveur.
c'est un facilitateur qui écoute les deux parties. Même si nous sommes saisis par une partie, nous allons vers l'autre pour l'inviter à venir. Et notre travail, ça va être de clarifier quels sont les points de litige avec les deux parties et à trouver aider les deux parties à trouver leur solution. Donc, nous sommes formés à cet effet et nous avons un processus pour vous accompagner dans le système. On va passer à la slide suivante. Ça, c'est les avantages de la médiation versus le procès. Si vous allez au tribunal, au bout d'un certain temps, enfin, vous ne parlez pas à l'autre partie, l'avocat parle au juge de chaque côté, et à la fin, le juge rend une décision qui satisfait personne et la relation est généralement cassée. En médiation, vous vous expliquez, vous clarifiez et vous co-construisez la solution pour l'avenir. Donc, ça marche mieux et la relation est préservée. Suite. Là, vous prendrez le temps dans le slide qui vous sera communiqué de regarder les intérêts de la médiation par rapport à la procédure judiciaire. On passe à la suite. Et pour nous saisir, vous avez le site de la médiation www.mediateur-desentreprise.fr. Je rappelle que nous n'avons pas que des médiations individuelles, mais aussi des médiations collectives ou de branches ou de filières. Parfois, donc une branche ou une filière face à une autre. C'est aussi important de gérer globalement une situation. Donc, voilà. Ensuite, on va peut-être, comme on arrive à la fin, on va accélérer. Si vous êtes intéressé sur la charte, comme au départ, il y a 10 ans, Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie et des finances, nous avait dit c'est bien joli de faire des médiations. Bon, ça c'est du travail qu'il faut faire, mais il faut aussi faire changer les pratiques et les comportements. Donc, il existe la charte relations fournisseurs responsables et qui comprend aujourd'hui plus de 2000 signataires, dont un certain nombre d'acteurs publics, dont des régionaux de l'État, bien entendu. Donc, si vous voulez montrer vos bonnes pratiques, vous pouvez aussi signer la charte. Et si vous voulez aller plus loin, c'est la slide suivante, c'est le label qui est, et là c'est important, on fait le lien avec la RSE, donc on peut passer ça, c'est pour les 10 engagements de la charte, il faut en résumer. Le label, la phrase importante par rapport aux achats responsables, c'est qu'il est ISO 20400 compatible. Donc, que ça soit la charte ou le label, ça vous entraîne vers des achats RSE. Voilà. Si vous avez des questions, dites-moi. Alors, y a-t-il des questions? Merci beaucoup, Anne. Alors, toutes mes excuses à toi, Anne, et aux participants pour la diapo manquante. Donc, je ne manquerai pas. J'ai bien reçu ta diapo, je viens de vérifier. Donc, mes excuses, elle avait échappé à la préparation. Alors, Clovis, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Il y a une question qui arrive. D'une part, quel est en moyenne le temps de traitement d'un dossier en médiation? Et puis, j'avais une question moi-même. Savoir concrètement comment ça se déroule, quel est le pourcentage des succès que vous pouvez avoir par la médiation et qui ne vont pas du coup en juridiction. Alors, notre taux de on va commencer par ça. Notre taux de réussite est à peu près de 80%, donc c'est quand même pas mal. Et puis, le temps, ça va dépendre. Ça dépend de la difficulté de la médiation et de l'importance du litige. Parfois, en une journée, ça peut être résolu. Parfois, ça va prendre plusieurs mois. En moyenne, on est aux alentours de 3 mois. En moyenne, en situation normale. Ici, dans cette période de Covid, vous avez vu que on est 2,1 en effectif. On a un collègue qui est en Picardie à 10% de son temps, donc Chantal et moi, nous sommes sur la grande région à temps plein et on fait face à toutes les demandes qui arrivent. Donc, on travaille un petit peu différemment là en ce moment, en mode télémédiation, on va dire. On va à l'essentiel, toujours en écoutant l'un, en écoutant l'autre, mais peut-être avec un petit peu plus d'aparté pour être le plus efficace possible
et faire en sorte que les solutions arrivent assez rapidement. Donc là, en ce moment, depuis le Covid, on a résolu aussi pas mal de dossiers. Donc des fois, c'est, on vous dit, 1 jour, 15 jours, 1 mois de temps, le plus vite possible dans tous les cas. Et s'il y avait juste 1 ou 2 ou 3 messages à passer aux acheteurs publics sur peut-être les problèmes récurrents rencontrés au niveau de leur marché et qui sont peut-être accentués en période de crise? Alors, je dirais, enfin là, moi, je vais me focaliser sur l'aspect Covid. Alors, un message classique, mais que j'ai déjà passé, c'est d'écouter, de dialoguer. Bon, tout va vite sur un chantier. Quand il y a des modifications, les tracer, faire les avenants très vite. Si les avenants sont pas vite faits, les entreprises en face se disent « je suis pas payé, j'ai pas la trésorerie qu'il faut », eh ben il y a une synergie qui se perd là. S'il y a une difficulté, pas attendre la fin du chantier pour la régler. Ça, c'est cas général. Et dans la situation d'aujourd'hui, il pourrait peut-être y avoir la tentation de se dire je vais attendre pour les nouveaux chantiers, les lancer quand les mesures barrières, on n'en aura plus besoin pour pas avoir des surcoûts. Attention, les entreprises elles sont fragiles, elles attendent une reprise, n'attendez pas pour relancer vos chantiers. Prenez en compte les bonnes pratiques dont je vous ai parlé, avec la slide manquante que vous avez tous imaginé. Puisqu'on a une FFB qui travaille bien et j'ai entendu qu'elle travaillait avec la MEL aussi actuellement, et ça c'est intéressant, il faudra le partager aussi pour faciliter le travail de tout le monde, c'est de se donner, j'ai noté un travail sur les coûts partagés liés au Covid, donner une référence, ça va être important pour s'éviter de recréer systématiquement des discussions. En tout cas, il faut les avoir, il faut se concerter et faire en sorte que vous trouviez vos accords au plus vite. Et si vous n'arrivez pas à les trouver parce que là, il y a beaucoup de tensions, donc il va y avoir de la fragilité, il va y avoir des gens à cran, appelez-nous, faites une demande de médiation. Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent le faire, il y a aussi les collectivités. N'hésitez pas. Voilà. Chantal Leclerc, André Clétier et moi-même, nous sommes à votre disposition et nous faisons de notre mieux pour faire face. Et quand nous n'arrivons pas à faire face compte tenu du nombre de dossiers, on demande un petit coup de main aux quelques collègues que nous avons au niveau national. Merci beaucoup Anne pour ces informations et ces messages très clairs. Il est 15h37, donc d'ores et déjà nous avons dépassé, mais je vous remercie d'être restés jusque-là les uns et les autres et d'avoir répondu dans le chat à ma proposition d'allonger de 10 minutes ce webinaire. Je vous proposer à Jean-Christophe Caroul de la communauté urbaine de Dunkerque de passer un message de conclusion. Alors je vois qu'il y a un message encore. Je suis encore en ligne? Oui. Allez, pendant que je vois que répondre rapidement. Il y a Stéphanie Miramant qui demande comment faire pour lancer les marchés de travaux tenant compte des incertitudes sur la durée des mesures barrières et autres surcoûts Covid. Effectivement, nous n'avons aucune visibilité. Donc il y a ce travail de la FFB sur la charte partenariale pour la gestion qui propose que il y a une concertation collective avec les entreprises, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage pour définir les coûts qui sont supportés par chacun et voir qu'est-ce qui est raisonnable pour ça. Refuser, enfin le risque ce serait de refuser la discussion et ce qui entraîne de la fâcherie. Donc il n'y a pas une seule solution, il y en aura autant que de chantiers et d'entreprises et de collectivités sans doute. Mais il y a une méthode. Donc, le dialogue. Voilà. Très bien. Merci Anne. Jean-Christophe, je te laisse la parole. Oui, merci Antoine. Donc, on m'a chargé de conclure ce webinaire. Donc, tout d'abord, je voudrais dire un grand merci aux intervenants et aux organisateurs de ce webinaire. Il faut savoir que c'était la première
intervention, enfin, le premier événement de ce type pour le réseau Apur. Donc, je les félicite, hein, tous ceux qui ont pu participer à cet événement. Pour conclure et faire le point sur ce qu'on a pu entendre, bon, déjà, il est clair, c'est une crise majeure, une crise avec des effets qui vont être durables. Ce n'est pas au sortir de ce confinement ou quelques mois après le confinement que les entreprises vont retrouver leur santé, vont retrouver une pleine activité et une trésorerie qui soit satisfaisante. Donc, des actions sont nécessaires et des actions sont nécessaires sur la durée. Côté commande publique, quelques points importants. Je pense qu'on l'a perçu également, les outils existent déjà dans la réglementation, à nous de les utiliser. Et au-delà des outils juridiques, c'est aussi des attitudes à avoir. On vient juste de le dire d'ailleurs, un élément important, c'est le dialogue acheteur-entreprise à toutes les étapes, notamment lors du sourcing, en amont du lancement des consultations, mais également le dialogue contractuel quand il existe un contrat qui est en cours. Donc derrière, il faut développer des bonnes attitudes, des bonnes dispositions en termes d'écoute, en termes d'empathie, et il faut avoir une vraie attention sur la trésorerie des entreprises. Un sujet aussi qu'a révélé la crise Covid, c'est l'importance de la dématérialisation, la transformation numérique plus largement. On l'a vu aussi au travers du recours massif au télétravail, qui permettent de faire face à ce genre de crise. Et il y a également peut-être une responsabilité du côté des acheteurs pour accompagner les entreprises dans cette transformation digitale et dans cette revisite de leur manière de fonctionner. Dernier point que je mettrai en lumière, c'est un élément qui a été souligné par Bastien Talloc. Il y a sans doute un vrai sujet de réflexion sur le couple commande publique développement économique, comme l'a dit Bastien. Et si on veut vraiment aller plus loin et essayer de transformer ce sujet-là vers une commande publique plus responsable et une société plus responsable, il faut essayer de faire collaborer ensemble la commande publique et les acteurs publics qui travaillent au développement économique, à la fois pour permettre aux entreprises de s'adapter, pour permettre aussi l'émergence de nouvelles activités sur nos territoires. Voilà, beaucoup de choses restent à faire. On n'est qu'aux premières étapes de ce traitement de la crise sanitaire. On va devoir la traiter encore jusqu'à la fin de l'année et sans aucun doute également en 2021. Pour terminer, je vous invite, en tout cas tous ceux qui sont du ressort de la région de France, à venir rejoindre le réseau Apur. On donnera un contact qui vous permettra de vous intégrer dans ce réseau et notamment de vous inscrire sur le réseau social informatique qui est mis à notre disposition, le réseau rapide. Et pour tout le monde, même ceux qui sont en dehors des Hauts-de-France, vous aurez à disposition le replay et les supports qui ont été projetés. Voilà Antoine, je te laisse clore le webinaire. Alors, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Bon, sinon, écoutez, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. On vous recontacte par mail pour vous donner les éléments concernant le replay et l'accès au support et puis également pour pouvoir rejoindre le réseau Apur. Merci beaucoup.